Je sais que c'est un temps court pour Cultura Association, surtout dans notre camp politique, on va dire. Nous, ça nous intéresse tout particulièrement en plus. Mais maintenant, on va passer aux urgences. Donc, pour la France Insoumise, j'invite Axel Richard à venir. Pour l'après Didier Martin. Et pour Le Havre est à vous, on reste toujours avec Marie. Pour cette partie-là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Je suis désolé, les amis, je sais qu'en plus c'est une partie très importante, mais on n'est pas loin de finir et de comme ça pouvoir passer à quelque chose peut-être de plus informel, de questions avec le public ou même de pourquoi pas, voilà, faire des échanges. Voilà. Depuis des années, le réseau RESF et tout un maillage d'associations et de citoyens se battent pour que les familles souvent sans papier qui se retrouvent à la rue avec leurs enfants puissent être logées, accompagnées, sortir la tête de l'eau et retrouver une vie digne. Cette situation actuelle est dramatique. Et cette année, les associations comptaient 70 familles sans domicile fixe, avec évidemment toutes les conséquences néfastes que ça entraîne sur la santé, la faim, l'hygiène, dans un contexte de précarité. Il y a eu plusieurs manifestations, il y a eu plusieurs interpellations aussi des élus, des pétitions, et puis d'autres formes de protestation. Et donc malgré cet élan populaire pour changer les choses, la situation empire et les pouvoirs publics n'ont pas su répondre. En tout cas, quand ils l'ont fait, c'était sous coup de répression, voire d'OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Donc la question que je souhaiterais vous poser, c'est dans le cadre où vous accéderiez à la mairie, au Havre, quelles décisions comptez-vous prendre pour pallier à cette situation? Et puis on va commencer par Axel. C'est bon, on m'entend? Oui. Donc là-dessus, oui, c'est un sujet qui est important et je peux rebondir un petit peu sur ce que disait Jawad précédemment sur la question du logement. Les logements, les bâtiments, les locaux existent au Havre. Il y a un vivier de logements vides, inoccupés qui existe et on peut par les pouvoirs municipaux, la réquisition, etc. C'est mieux comme ça. Récupérer ces logements et les utiliser, les mettre à disposition, encore une fois, des associations qui travaillent, qui militent. Tout à l'heure, c'est Alexis qui citait Nia Charity qui fait un boulot monumental et qu'on voit ce qu'ils arrivent à faire avec si peu de moyens. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire si on leur donnait les moyens de faire les choses? S'ils avaient les locaux, les structures de faire tout ça, je pense qu'il y aurait possibilité de pallier la situation et d'offrir un logement digne à tout le monde. Je voulais faire assez court là-dessus du coup. Didier? L'urgence sociale, c'est, comme tu l'expliquais, l'exclusion, enfin une famille qui se retrouve sans domicile, ce n'est que la conséquence de tout un travail qui doit être fait en amont. La meilleure position à appliquer dans l'urgence sociale, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, effectivement, sur le logement, on s'y retrouve. Après, c'est se retrouver également sur peut-être un travail de veille qu'il y aurait à faire, par exemple la mise en place d'une cellule municipale de veille sociale qui permettrait d'identifier les situations problématiques, de permettre l'orientation avant d'en arriver justement à l'extrémité de la famille qui se retrouve sans domicile. On peut aussi recenser, comme tu le disais, les logements qui sont vides en amont de manière à ce qu'on puisse réagir vite au moment opportun. C'est également cibler les situations préoccupantes de manière à pouvoir justement ne pas attendre la dernière extrémité pour pouvoir agir. C'est aussi avoir des positions fermes et fortes de la part de nos élus politiques. C'est-à-dire que lorsqu'une telle situation se produit, il faut affirmer haut et fort que c'est de l'humain d'abord, avant d'être des questions économiques, des questions financières. Alors, oui, il y a tout un travail en amont à faire sur peut-être le recensement des logements vacants. Comment, justement, les réquisitionner, les aménager ou aider les propriétaires, justement, peut-être à travailler, aménager leur appartement de manière à ce qu'il ne puisse plus y avoir de personnes
et de familles sans logement. Mais une famille sans logement, c'est qu'une face. Le logement. Une famille se retrouve sans logement parce qu'elle est avant tout en précarité économique. Donc c'est aussi, comme on en parlait tout à l'heure, la notion d'épicerie sociale et municipale qui existe mais qu'il faut développer parce que si on n'a pas de logement, c'est parce qu'on ne peut pas payer son logement, mais si on ne peut pas payer son logement parce qu'on va se nourrir, donc si on se nourrit moins, si on se nourrit... Enfin, voilà, il y a plein d'actions là-dessus à faire. Comment dire ? Une famille sans logement, c'est aussi parce que c'est une famille qui ne peut pas payer son logement. Peut-être que des aides au retour à l'emploi, alors je ne parle pas forcément des aides financières, mais des facilités. Ça peut être tout simplement sur des crèches, des places de crèche en urgence sociale pour une famille qui retrouverait un travail et justement qui aurait une facilité à placer ses enfants. Des familles qui se retrouvent sans domicile, c'est parfois aussi des étudiants qui peuvent avoir besoin d'aide et d'accompagnement là-dessus. C'est aussi des personnes en termes d'urgence sociale qui, sur des exclusions, on en reparlera peut-être plus tard, mais en gros, une famille qui se retrouve sans logement, ce n'est qu'une conséquence. Et donc il y a tout un travail en amont à faire. Merci. Marie, oui. Alors nous, au sein de Le Havre est à vous, le point, au-delà de la problématique des grandes fêtes populaires, le point qui nous a vraiment unis, c'est ce fait. Il y a aujourd'hui au Havre 70 enfants qui dorment dehors tous les jours. Eh bien, nous, élus, il n'y aura plus d'enfants qui dorment dehors au Havre. J'enchaîne du coup sur la question suivante. Les associations féministes nous alertent ces dernières années car la lutte contre les violences sexistes et sexuelles n'est toujours pas gagnée. Au Havre, on a notamment la Maison des femmes qui s'est agrandie avec des meilleures conditions pour l'accompagnement des femmes victimes de VSS. Donc c'est médical, mais c'est aussi de l'accompagnement juridique, policier, associatif aussi qui est fait au sein de cette structure. Cette amélioration est évidemment plus que sanitaire, mais c'est pas suffisant. La structure à elle toute seule ne peut pas gérer toutes les violences sexistes et sexuelles du territoire. De plus, la lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre ne passe pas uniquement par la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a plusieurs organisations qui nous le rappellent, Nous Toutes Le Havre, La Poudrière, Monstrueux Action également, des organisations syndicales, CGT, Solidaire et bien d'autres que je n'aurai pas le temps de citer pour aller un peu plus vite. Ça passe aussi par des diminutions des inégalités de genre dans la société et essayer de réfléchir à des alternatives aussi à la société patriarcale dans laquelle on est en ce moment. Ça peut aussi passer par les réflexions autour de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui est donnée notamment dans les écoles. On voit la culture du viol, société patriarcale. Ça fait partie des prolongements des violences structurelles qu'on connaît. Récemment, on a l'affaire Betaram, qui est un bon exemple aussi. L'affaire Le Squarnec, pardon. Ou encore la situation des enfants placés à l'ASE du Nord. Donc, pour faire un peu plus rapidement, quelle serait une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, plus largement une lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes et les minorités de genre? Je propose que ce soit Didier qui commence. Merci. Alors, l'action municipale,
c'est avant tout celle des premiers instants dans l'accompagnement, dans l'orientation vers des actions qui doivent être beaucoup plus pérennes. Avant tout, l'action municipale, elle doit être de soutenir psychologiquement, matériellement, toutes ces inégalités. Ça peut être par la mise à disposition de lieux d'accueil et d'urgence. Ça peut être, comme on en parlait tout à l'heure, l'utilisation d'outils municipaux qui permettent à des associations qui travaillent déjà très bien sur ce terrain-là, mais ces associations-là, il faut les soutenir. Ces associations-là, il faut les aider dans leur communication, il faut les aider matériellement, il faut évidemment soutenir les premières personnes concernées. On revient à cette notion de guichet unique. La question, avant tout, elle est la question de l'isolement. Je suis victime de discrimination ou d'inégalité, où je m'adresse. Oui, il y a des associations qui font ça, mais le rôle peut-être central d'une municipalité, c'est d'être l'élément qui va permettre de dispatcher justement cette urgence. Alors, on ne parle pas forcément d'un numéro d'urgence, mais d'avoir d'une place où on va pouvoir avoir de l'information et on sait qu'on va avoir une formation qui va être claire. Ça va être aussi tout simplement la formation aussi des agents municipaux pour pouvoir agir bien et fortement au moment où il va y avoir une action à faire. Ça va être une veille sociale justement sur des points ciblés. Encore une fois, la problématique de l'urgence, c'est on y est, il faut agir. La meilleure action, c'est la prévention. Et donc à partir du moment où on a pu donner des informations disant, ben voilà, s'il y a une problématique, on peut s'orienter là, et là, on va pouvoir s'orienter sur tel point, ainsi de suite. Je pense que c'est là où notre action doit être mise en place. Et puis, voilà quoi. Merci. Alors, Axel, je t'en prie. Donc oui, là-dessus, je vais d'abord rappeler que c'est une situation qui dépasse le cadre de la municipalité parce qu'on fait face à une augmentation de l'extrême droite dans le monde entier. Donc il va être impératif qu'on se tienne prêt déjà aussi à créer des structures d'accueil pour tous les réfugiés, qu'on voit la situation des personnes trans aux États-Unis. Il va falloir qu'ils puissent avoir un endroit où aller. Donc la municipalité doit se constituer des structures d'accueil pour accueillir toutes les personnes qui auraient besoin, qui devraient fuir un quelconque danger des pays, qu'importe le pays d'où elles viennent. Et à ce point-là, il y a le point sur la formation qui est des agents municipaux, qui est très intéressant, qui est important, mais ça va aussi vers la police municipale qui doit être formée à accueillir correctement, sainement, les victimes de VSS ou de victimes de violences liées à une discrimination, pour être sûr que les personnes ne subissent pas une deuxième discrimination ou une deuxième violence arrivée au commissariat, ce qui est souvent le cas, mine de rien. Donc, combien de femmes n'osent même pas les porter plainte par peur d'être mal reçues par la police? C'est un vrai problème. Donc la formation doit se faire des agents municipaux dans les administrations, mais également de la police. Pour les agents municipaux, par exemple, il y a un exemple qui est intéressant en termes de formation, c'est les officiers d'état civil qui ne respectent pas toujours les lois, comme par exemple l'article 60 du Code civil pour les changements de prénom, etc., qui n'est pas très souvent respecté. Donc c'est souvent des violences supplémentaires pour les personnes concernées qui ne devraient pas exister et qui ne pourraient être balayées simplement par un peu de formation, de pédagogie. Et cette formation, elle doit commencer même dès l'école en nouant des partenariats avec les associations qui pourront intervenir dès l'école primaire sur comme tu disais, l'éducation à la vie affective, etc. Donc là-dessus, on a pas mal de moyens et aussi sur toute forme de discrimination. Et la municipalité a les moyens, il y a des solutions simples. On peut aussi s'appuyer sur des projets comme ce que parlait Alexis tout à l'heure de maison des luttes, ce qui pourrait être une sorte de guichet unique, un petit peu, mais associatif. Il y a un bâtiment qui existe avec toutes les associations dedans, quel que soit, on sait qu'on peut y aller. Et c'est un bâtiment qui serait ouvert, il y aurait des permanences qui seraient tenues dedans. Si les associations avaient le bâtiment en permanence accessible, ça pourrait correspondre. Et ce sera tout pour moi sur ce point. Je laisse la parole. Alors sur ce point, nous avons l'ambition, avec Le Havre est à vous, de faire du Havre une ville refuge,
où chacun trouvera sa place. Et pour ça, ça passe effectivement par le soutien des associations, d'aide, etc., etc. Mais ça passe aussi, surtout, par l'éducation des hommes. Parce que, en fait, si les hommes se comportaient comme des femmes, nous ferions des économies fabuleuses. Juste un chiffre, 93% des personnes incarcérées en France sont des hommes. Voilà, donc je reviens sur la végétalisation de la cour de récréation. C'est ne pas laisser l'espace principal aux garçons en cassant l'organisation va permettre de changer les rapports filles-garçons. Penser chaque infrastructure extérieure en disant mais est-ce que les femmes, est-ce que les personnes âgées, est-ce que les personnes en situation de handicap sont intégrées dans cette nouvelle infrastructure que nous souhaitons créer. Et je pense que c'est en travaillant à casser le virilisme, les prérogatives qui sont laissées aux hommes dans l'espace public, c'est grâce à cela qu'on arrivera à rendre la vie pour tous beaucoup plus facile. Alors, dans les questions d'urgence qui seront à traiter, il nous paraît impératif de penser à la situation de la montée des idées d'extrême droite. Nous, c'est un petit peu, ça fait partie d'une part de notre dada au Havre des Luttes. On pense que c'est un peu important. La Marche des Fiertés et la Poudrière peuvent témoigner de l'augmentation des agressions transphobes et plus largement LGBTophobes qui, évidemment, ne se matérialisent pas forcément dans les données statistiques parce que bon, les personnes concernées ne trouvent pas forcément que le commissariat était le lieu le plus accueillant pour elles et pour eux. Il y a aussi des discriminations de la part du corps médical envers les personnes trans extrêmement fortes au Havre. Et donc dans un désert médical, voilà, ça devient un double désert médical, hein, ce qui est une vraie problématique donc des personnes qui ne sont pas littéralement pas soignées, même quand elles sont reçues. Nous avons fait aussi état de l'augmentation des agressions racistes. Une de nos camarades s'est vue lancer des œufs à plusieurs reprises pour la seule raison d'être noire. Des groupes d'extrême droite font des collages dans la ville sur des sujets de grand remplacement ou encore en taguant des croix nazies, en affichant de la propagande anti-IVG. Il y a eu des agressions encore il y a peu. Il y a eu l'Action française, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un groupe d'extrême droite royaliste. Je fais le petit rappel ici pour lequel Darmanin a écrit à l'époque, qui a distribué des tracts contre le wokisme à la sortie du restaurant universitaire au Havre. Alors, c'est peut-être pas très cordial, mais nous, on est plutôt pour emmerder le fascisme ici. Lors du concert aussi organisé contre l'extrême droite, qu'on a organisé avec plein d'associations et d'organisations havraises, il y a eu des propos racistes qui ont été tenus tout autour du lieu. Les inégalités de ressources par élève qui s'observent dans les quartiers défavorisés, donc souvent racisés aussi, bon, ben, c'est un impact sur tout le long de la vie, hein, donc les personnes racisées ont moins bon accès aux emplois et ensuite ça se traduit jusqu'à la retraite, bref. Donc voilà, on a aussi notre maire qui, à travers le débat sur les accords d'Alger, vient renforcer le clivage sur les polémiques sur l'islamophobie. Au Paris-Normandie, le 30 juin, suite aux révoltes populaires suivant le meurtre de Naël, il disait « Quand le désordre est grand, la justice doit être ferme ». Nous, à Havre des Luttes, on pense que quand le désordre est grand, la justice, elle doit être grande et juste, c'est tout. Et on a un devoir, nous, de solidarité qui nous lie en tant que peuple qui s'indigne des inégalités. N'oublions pas que durant son mandat, notre maire, pendant qu'il était ministre, c'est lui qui a permis de créer la Bravem. Donc je pense qu'on les connaît tous, ils ont tabassé des gilets jaunes, des jeunes de quartier, des journalistes. Voilà, ça nous rappelle la belle époque des voltigeurs. Bref, donc c'est pas un sujet municipal, mais ça montre aussi son idéologie, donc ce n'est pas à mettre sous le tapis. Donc voilà, et on rappelle aussi que c'est lui qui a mis Darmanin au gouvernement, au passage. Notre histoire à nous, c'est de ceux qui créent la sécurité sociale, qui soutiennent l'indépendance de l'Algérie et des autres colonies, des droits des travailleurs, des causes LGBT, des féministes, des écologistes, des travailleuses du sexe, bref.
Et donc, on aimerait savoir, dans cette ambiance un peu mortifère dans laquelle on est, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous donner un peu espoir face à la montée des idées d'extrême droite et pour faire que les discriminations, que ce soit du racisme, des LGBTophobie ou bien d'autres qui peuvent être amenées par ces idées, diminuent au Havre. Voilà. Et on va commencer, je ne sais pas, Axel, je t'en prie. Donc oui, là-dessus, tu as parlé d'Édouard Philippe, qui a créé la Bravem, mais ça me permet de rappeler que cette élection municipale, elle a un cadre national. C'est que Édouard Philippe, il a dit clairement ne considérer les municipales comme marchepied. Donc c'est ses ambitions présidentielles qui comptent chez Édouard Philippe. Donc ce qu'il a fait ministre, imaginez ce qu'il pourrait faire en tant que président. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable aujourd'hui d'y mettre, de ne pas se laisser faire et de ne pas accepter d'être le marchepied d'Édouard Philippe. Donc se battre contre lui déjà, ça c'est un bon point déjà pour limiter l'extrême droite, parce que même si on n'a pas toujours le nom, les idées sont là. C'est que Bruno Retailleau par exemple, qui cite, comme tu le citais aussi, le gouvernement ne se prétend pas d'extrême droite, pourtant les idées sont là et de loin. Tu parlais aussi de la précarisation des personnes trans au niveau médical, etc. Le Havre, c'est un désert médical. Heureusement que la visio existe aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils faisaient avant que ça existe. Il n'y a pas un endocrinologue sur le Havre qui accepte les personnes trans. 3/4 du temps disent « je ne veux pas m'occuper de ça, j'en sais rien, je m'en fous, allez ailleurs ». Donc c'est les gens, souvent des gens qui ne sont pas hyper riches non plus, donc ils doivent se retrouver à Rouen, voire même plus loin, voire même Paris, pour trouver le moindre praticien, ce qui n'est pas forcément pratique, voire même totalement ingérable comme situation. Il y a aussi le cas en ce moment qu'il y a des problématiques à Pierre-Janet, où les personnes trans internées se voient refuser leur traitement, ce qui est totalement illégal. Là-dessus, la ville se doit de faire pression pour limiter, stopper ce problème. Et après, sur toutes les autres questions d'inégalité, toujours la formation, je te rejoins sur la police. Les gens n'ont pas forcément envie d'y aller porter plainte parce que la police, l'extrême droite, on sait qu'ils sont plutôt potes, qu'on n'est pas sûr de subir une deuxième violence arrivée au commissariat. Donc là-dessus, la municipalité peut faire pression par rapport à la police municipale, et la municipalité peut faire pression aussi au niveau de la préfète pour que ces prérogatives-là passent aussi dans la police nationale. Et ce sera tout pour moi là-dessus. Marie ? Merci. Je pense que c'est une vraie problématique, la montée de l'extrême droite et la montée des violences envers tous, qui ne va pas se régler en un claquement de doigts quand on va arriver à la municipalité en 2026. Nous, ce qu'on prône, c'est bête comme chou, c'est se rencontrer, c'est échanger, c'est créer du lien. Donc on revient au soutien aux assos, on revient à l'école, on revient à tout ce qu'on a dit précédemment. Je pense que globalement, c'est le meilleur moyen pour lutter contre ces idées, c'est se rencontrer, échanger, se connaître. Et puis il y a utiliser comme arme la culture. Effectivement, je pense que voir des expos, aller au théâtre, avoir des spectacles dans la rue, eh bien, c'est encore une fois une manière de rencontrer l'autre. Et donc nous, on va faire ce travail de rencontre, de commencer des groupes de discussion. La démocratie pour les listes citoyennes, on continue les discussions, même élus. C'est-à-dire, on fait des assemblées de citoyens avant de prendre une décision. On n'a pas le savoir absolu, on veut vraiment écouter tout le monde et écouter y compris les gens du Rassemblement national. Parce qu'on ne peut pas les faire changer d'avis si on les prend de haut ou si on ne les écoute pas. Je pense qu'ils ont aussi des revendications. Leur réponse n'est pas la bonne, mais il faut les entendre. Donc nous prônons au sein de Le Havre est à vous l'échange et les rencontres et la culture. Merci. Didier. Lutter contre l'extrême droite, il y a deux axes là-dessus. Le premier axe, ça va être de déconstruire l'argumentaire de l'extrême droite encore et encore. C'est un argumentaire qui est centré sur la séparation, la différence, la préférence. Le deuxième axe, ça va être d'avoir un devoir d'exemplarité au sein de nos actions municipales, qui va être de dire, voilà, nous,
on est pour l'exemplarité. Donc on montre ce qu'on fait, on discute, on rencontre. L'objectif, on crée du rassemblement, que ce soit du syndical, de l'associatif, du politique ou du citoyen. On crée des moments où on se rencontre, des moments où finalement on se rend compte que les différences, elles ne sont que factuelles. Après, comment dire, lorsqu'on parle de déconstruire les idées d'extrême droite, ça passe par plusieurs axes. Il y a le fameux discours « Oh ben on n'a jamais essayé », alors que de toute façon, pourquoi on n'essaierait pas? Eh ben oui, ça serait de dire « Eh ben oui, on a essayé ». À l'Europe, il y a des députés européens. Ils ont été punis. Il y a des municipalités, Rassemblement national. Ben voilà ce qui ne va pas dans ces municipalités. Voilà. Et donc, en fait, la déconstruction, elle passe déjà par ça. Après, l'un des éléments qui va être important, ça va être également de dire le Rassemblement national, ils ont voté contre le refus de la retraite à 64 ans. Le Rassemblement national, il a voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà, ça c'est déconstruire l'argumentaire du Rassemblement national. Alors là, on va arriver à la dernière question avant qu'il y ait plus d'échanges. Donc pour la France Insoumise, on va accueillir Alexis, pour le Parti Socialiste, Théo Fortin, et pour le Havre est à vous, Thierry Augereau. Je vais profiter, vu que c'était la question sur l'extrême droite. Le 28 mai, on fait une diffusion avec plusieurs partenaires d'un film au studio. C'est un reportage qui a été fait sur la ville de Béziers à travers son journal municipal. Et qu'est-ce que ça fait une ville qui tombe à l'extrême droite? Bon, ben, c'est terrifiant évidemment, mais ça permet de le voir plus concrètement. Et derrière, il y aura un débat. Évidemment, c'est dans le cycle des municipales qu'on traite. On vous invite à venir. Donc voilà, c'est important. Et je vais laisser la parole à Léa. Donc une campagne municipale, elle ne se fait pas que sur la communication, elle ne se fait pas que sur le programme, elle ne se fait pas que sur les incarnations, les chiffres, mais avant tout, elle est faite de tout ça, mais surtout des aspects stratégiques. Et donc notre question de conclusion, quelle stratégie pensez-vous être la bonne pour faire accéder la gauche à la mairie du Havre? On va commencer par Thierry. Alors, c'est un vaste sujet, ça. Comment faire revenir les gens aux urnes? C'est un petit peu ça, en fait, le problème. Donc nous, on est une liste citoyenne qui prône la démocratie directe et participative, qui pourrait certainement faire venir, voire revenir des gens au vote. C'est ce qu'on espère. C'est un petit peu pour ça qu'on s'est réunis. Puisqu'on entend ce qu'on a entendu tout à l'heure, les gens, c'est gauche ou droite, c'est la même chose. Si voter, ça c'est du second degré qu'ils n'ont pas compris. Si voter, ça servait à quelque chose il y a longtemps que ce serait interdit, etc., etc. Donc on pense qu'une liste citoyenne qui donc est partisane, même si on sait qu'on a des côtés un peu plus à gauche qu'à droite, mais on n'est surtout justement pas une liste de gauche. C'est pas comme ça qu'on veut se définir. On est vraiment sur le mouvement citoyen. Voilà, donc je pense vraiment qu'on doit pouvoir ramener des choses que, même avec tout le courage que peuvent avoir les partis et qu'on respecte, il n'y a pas de souci, ils n'arriveront pas à faire revenir tous ces gens qui sont complètement dégoûtés par les partis politiques. C'est un petit peu sur ce point-là qu'on peut. Et ce que l'on pense tout de suite, puisque je pense que derrière un petit peu ça, il y a cette idée de liste unique ou d'union de gauche pour la présentation. Ce sera quelque chose qui sera évidemment à un moment donné discuté, c'est sûr. On n'est pas aveugle. Et on connaît l'exemple de 2020 où au deuxième tour, on s'est fait allumer parce qu'on n'avait pas fait l'union avec le PS et ELV. Les gens n'ont pas compris. Donc si on fait quelque chose,
Il faudra absolument toujours communiquer pour bien expliquer tout ce qui se passe. Si je peux revenir sur un tout petit truc d'avant, que j'ai un peu oublié, que j'avais noté, puisque je me suis un petit peu... quand on a parlé des zones industrielles, on a un énorme problème sur le Havre. C'est que la zone industrielle, comme la ville basse, sont extrêmement sensibles à la montée des eaux, que pour l'instant, Édouard Philippe ignore totalement, et qui peut submerger une grande partie de la ville basse et de la zone industrielle. Et ça, c'est un énorme problème sur le Havre, qui est bien spécifique, pas que au Havre, mais aux villes côtières. Théo ? Merci. Donc effectivement, je vais m'exprimer pour la première fois de ce débat au nom du Front populaire havrais en tant que tel, puisque nos 7 organisations se sont mises d'accord sur une position commune. On s'est dit tout simplement que sur un sujet comme celui de la stratégie, il fallait qu'effectivement on puisse être capable de vous présenter une déclaration qui soit approuvée par toutes les organisations de notre rassemblement. Donc les intervenants qui se sont succédés de différentes formations se sont exprimés en leur nom propre, mais en ce qui me concerne, c'est une position collective. Donc tout d'abord, on ne peut pas parler de l'élection municipale de 2026 sans parler du contexte dans lequel elle va avoir lieu. C'est un contexte, comme vous le savez, de crise climatique, un contexte effectivement de guerre en Europe, à nos portes, avec notamment un contexte français qui est lié à ces différents éléments, qui est celui d'une cure d'austérité à venir sur le budget 2026. François Bayrou l'a annoncé la semaine dernière avec le style méprisant qu'il peut avoir en commun avec Édouard Philippe. Et cette cure d'austérité, elle va peser très fortement sur les collectivités locales. Et c'est pour ça que c'est essentiel dans le contexte des élections municipales. On va avoir à résister à cette austérité, à cette baisse des dotations qui va affecter les services publics, les écoles, les cantines scolaires, les services aussi de santé, tout ce dont on a parlé pendant 2 heures avant cette discussion. Et c'est pour ça que nous, avec le Front populaire havrais, nous souhaitons effectivement porter des politiques de gauche extrêmement ambitieuses sur tous ces sujets, la santé, éducation, logement, culture. Et on veut défendre aussi l'action communale et les actions locales, puisque ce sont celles qui, à notre sens, peuvent réellement changer la vie des citoyens et des citoyennes en premier lieu. Au Havre, rien n'a été fait sur tous ces sujets-là depuis 5 ans, et plus encore. Et pourquoi ? Pour 2 raisons. Il y a une première raison qui est l'inaction d'Édouard Philippe. Tout le monde sait que c'est un maire absent. L'autre raison, c'est sa capacité à soutenir ce que fait le gouvernement, ce qui aggrave les conditions de vie de nos citoyens. La fermeture, par exemple, du centre de santé du quartier de l'Eure, laissant des milliers de Havrais sans médecin traitant, en est un excellent exemple. Donc ce qu'on souhaite, c'est effectivement faire basculer la ville à gauche. On estime qu'il est nécessaire pour ça de construire une réponse à toutes ces crises, une réponse qui soit sociale et écologique. Il y a une autre politique qui est nécessaire et qui va se construire avec les habitants, avec les formations politiques, avec aussi les corps intermédiaires, donc les syndicats, les associations, et puis des organisations comme le Havre des Luttes, qu'on remercie pour l'organisation de ce débat. Et nous proposons donc 3, je dirais, axes pour cela. Le premier, c'est celui qu'on a déjà commencé à mettre en place dès le 22 février dernier, dans cette salle municipale François 1er, avec un forum du Front populaire havrais qui a réuni plus de 200 participants. Et les forums que nous organisons ont pour objectif, non pas de laisser s'exprimer, je dirais, les formations politiques, mais de laisser s'exprimer les Havraises, les Havrais et toutes les organisations de la société civile. Et c'est ce qu'on a fait. Tous nos invités, nos intervenants étaient issus de ces organisations ou étaient des militants, pas nécessairement encartés dans des partis politiques, et plutôt pas. On a 2 forums qui vont arriver, le 29 avril, salle des fêtes de Coqueriville, sur le thème de la santé, justement. Et le 17 juin, salle de la Pommeraye, sur le thème de la culture. Donc on vous invite tous à y participer, c'est extrêmement important. Et ça, c'est la co-construction. Sur les 2 autres axes, je vais aller plus vite. Le deuxième, c'est le rassemblement. Nous pensons qu'on ne gagnera pas cette mairie sans le rassemblement de toutes les forces politiques de gauche et écologistes qui veulent une alternance, qui veulent réellement faire changer les choses dans cette ville. Et nous en sommes d'autant plus convaincus qu'à l'aune de ce débat, nous ne connaissons pas de désaccord politique local majeur. On peut avoir des désaccords sur les sujets nationaux,
Je suis le premier à le penser d'une certaine manière. Mais sur les sujets locaux, on parlait de submersion marine, transport, école, santé, il n'y a pas de désaccord politique local majeur. On n'a donc pas d'excuses. Et le dernier point, c'est celui de nos différences. On pense qu'à gauche, la diversité, c'est une force et c'est une richesse. Et c'est pas parce qu'il y a de la diversité qu'au contraire, on est handicapé. Et c'est notre grande, je dirais, distinction avec Édouard Philippe, qui a tendance à uniformiser, à tout imposer, c'est effectivement d'accepter la diversité. Et je vais juste conclure, parce que je suis peut-être un peu long, en reprenant le titre de ce débat, un crochet du gauche. Alors, on a un maire qui fait de la boxe. Moi, j'ai fait aussi de la boxe. Et le crochet, c'est le type de frappe le plus difficile. Pas parce qu'il faut beaucoup de force, mais parce qu'il faut beaucoup d'équilibre et viser bien à l'avance. Et c'est tout ce que je nous souhaite pour justement gagner l'année prochaine. Bon, déjà, moi, je voudrais commencer par vous remercier tous. On a un peu l'impression d'être les derniers Mohicans de la gauche, d'être ce que j'appelle moi la pointe de la flèche, ceux qui sont toujours dans les tranchées et qui y croient encore. Et moi, déjà, j'aimerais que vous vous applaudissiez vous-même parce que merci d'être là, merci d'être là dans les manifs, merci d'être là dans les combats, merci d'être là dans les luttes. Alors beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi on a décidé, nous, la France Insoumise, de ne pas rejoindre le Front Populaire Havrais. Mais il y en a aussi certains qui savent, qui se disent, nous, on n'a pas envie de partir avec soit le PS, le PC, on n'a pas envie de faire équipe commune avec ces gens-là, parce que nous, on fera pas, comme tu le disais tout à l'heure, nous, on fera pas abstraction de la politique nationale. En fait, c'est trop important, et je pense que c'est ancré dans la tête de tous les électeurs. En fait, là où on va se concentrer, c'est qu'on vit depuis maintenant 15 ans une relation toxique. On est marié avec un mari toxique depuis, on n'a même pas choisi cette relation. C'est Édouard Philippe. En fait, c'est comme, vous connaissez ce que c'est les relations toxiques. De l'extérieur, tout le monde dit, mais ton mari, il est formidable, qu'est-ce qu'il parle bien, il est beau. Il n'a plus un poil sur le caillou, mais il est beau. Et en plus, grâce à lui, vous vivez dans une maison vraiment magnifique. Sauf que nous, on sait très bien que c'est avec notre argent à nous qu'on a payé tous les travaux, qu'on a payé cette maison magnifique. On n'a pas eu le droit de décider quoi que ce soit dans la rénovation et dans la construction de cette maison. On est privé de nos libertés, on est privé de notre expression. Donc on va se battre toute cette année, et nous c'est aussi pour ça qu'on fait ça, parce qu'on va être radicaux dans la bagarre contre Édouard Philippe. On n'a pas envie d'être mou. On sait que l'année prochaine, lui, il compte bien gagner les élections municipales, nous marcher dessus pour pouvoir accéder à une élection présidentielle. Mais nous, jamais de la vie, on veut que Édouard Philippe soit dans les starting blocks pour devenir président de la France. On sait ce qu'il a fait quand il était Premier ministre. Il a éborgné les gilets jaunes. Il a créé toutes les lois les plus liberticides. Il a mis Darmanin dans la course. C'est pas possible. Donc on se battra contre lui très très fort. On se battra contre les idées d'extrême droite très très fort. Et on sait qu'on va vivre une année incroyable. On va vivre une année riche, on va vivre une année de lutte, on va vivre une année avec vous. On ira voir les gens qui ont la technique, qui ont les idées, qui ont tout le savoir-faire du terrain. Et on va faire une année entière ensemble de lutte. Et à la fin, moi j'en suis persuadé, on va gagner. Merci à vous. Merci beaucoup pour le débat. Alors nous, c'est la première fois qu'on faisait cet exercice. On compte bien, bon là on a été, pour vous faire une idée, on a été soft. Mais on compte bien répéter ce genre de débat, d'exercice, et même avec un peu plus de friction. Là c'était notre première. Merci beaucoup aux camarades qui permettent de faire ça. Merci au Havre de lutte. Merci à vous. Merci. Et là je propose, vu qu'on a un petit peu de temps, est-ce que de s'interpeller
Bon, il y en a, ils sont là. S'il y a d'autres personnes de groupe qui veulent venir s'amener des chaises, vous pouvez. Ou on peut faire directement d'ici et là. Enfin bref, c'est pas trop dérangeant. Mais nous, on aimerait voilà, qu'il puisse y avoir débat, poser des questions, n'ayez pas peur. C'est le moment. Ah oui, on n'a pas de micro parce que ce micro-là, il tient pas la distance. On vous fait confiance pour parler fort. Nous, on a un micro qui enregistre ici dans la salle, donc n'ayez pas peur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amadou. Je suis enseignant, professeur de mathématiques ici au Havre. Et si je suis là, c'est que je suis de gauche. Et je pense que la majorité des Havrais qui sont là sont de gauche. Et on aimerait voir la gauche dans les villes, dans les régions, et en 2029, voir la gauche à l'Élysée. C'est ça que nous souhaitons. Mais nous savons que pour gagner, nous n'avons pas besoin de ça, excusez-moi, mais nous n'avons pas besoin de débat entre gauche. Là, par exemple, à mon avis, c'était une conférence parce que c'est les mêmes idées que vous avez. Il n'y a pas de différence. Je me rappelle en 2022, il y a Mélenchon qui disait nous avons beaucoup plus d'idées qui nous unissent que des idées qui nous séparent. Donc, travaillons sur les idées qui nous unissent. Je trouve un peu dommage quand même de voir des jeunes très intelligents du Front populaire qui sont là, de ne pas s'allier avec LFI. Parce que moi, à mon avis, je trouve que c'est très dommage. Parce qu'à mon avis, voir la seule personnalité de gauche à qui on a confiance ici, ou bien le seul mouvement où nous avons confiance ici, c'est LFI. Parce que c'est les seuls qui ne nous ont pas déçus. C'est les seuls qui ont dit le seul programme du nouveau Front populaire. Il n'y en a pas d'autres. Russell nous a trahis. Faure nous a trahis. Les gens d'après, même chose. Le seul qui tient, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est mon avis. Et pour que ces jeunes qui sont très intelligents, qui sont là, qui ont les mêmes idées que Mélenchon, pourquoi ils ne rejoignent pas LFI? C'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a pas de différence. Je ne vois pas trop de différence. Et pour moi, le seul problème, c'est le problème de personne. Ah oui, on ne veut pas de Mélenchon. Mais pourquoi Mélenchon? Il y a les idées de Mélenchon qui sont là. Hein? Regardez les jeunes qui suivent, qui sont derrière Mélenchon. Ils sont excellents. On les écoute et ils ont tous les mêmes idées. Ils sont cohérents. Et c'est eux qui représentent la gauche, à mon avis. Donc voir des jeunes aussi intelligents que ce jeune homme et l'autre qui était là, ne pas rejoindre ce mouvement me désole. Et si on part comme ça, on va perdre les élections. Ça, c'est sûr et certain. Il faut une seule liste. Et la seule liste qui va, c'est la vraie gauche. Et la vraie gauche, on sait, c'est LFI. Ça, c'est mon avis. Maintenant, j'ai une question. Nous n'avons pas, par exemple, débattu sur... bon, vu mon accent, tout le monde sait que je suis d'origine étrangère. Donc, quand je vois, par exemple, les personnes d'origine étrangère... il y a quelque chose, par exemple, que vous ne savez pas. Ici, à la sous-préfecture du Havre, il est très difficile d'avoir un rendez-vous. Je ne parle pas de moi. Moi, par exemple, je suis naturalisé français, je suis même fonctionnaire de l'État parce que je suis enseignant. Je suis en train de dire que je vois mes compatriotes qui ont du mal à avoir un rendez-vous ici à la sous-préfecture du Havre. Autre chose que vous ne voyez pas, on parle des gens qui sont en situation irrégulière. Non, les gens qui sont en situation régulière sont réduits à être dans une précarité de situation d'irrégularité. Pourquoi? Parce qu'on met le dossier en instruction, ils n'ont plus de titre de séjour, on les renvoie, ils n'ont plus de boulot, ils restent chez eux. Et ils sont dans une situation irrégulière temporaire. Même si, par exemple, c'est temporaire, mais à l'instant T où on parle, il y a des gens qui sont dans une situation irrégulière alors qu'ils étaient dans une situation régulière. Qu'est-ce que la gauche va faire par rapport à ça? Donc, dans ce cas, pour moi, on doit s'unir et aussi parler des vrais problèmes des Français en général, mais plus particulièrement des Havrais. Essayer de faire une liste commune derrière LFI, parce que, à mon avis, c'est la seule force de gauche à qui nous avons confiance. Amen. Amen. Sur la question, alors bon, on va faire des réponses. Là, il y a justement les gens qui répondent sur la stratégie, donc par rapport à la question stratégique, on va vous laisser répondre. Et puis après, pour ce qui est sur la question de l'opposition à la sous-préf, ben je laisse les différents groupes choisir une personne pour répondre. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit.
De toute façon, là, le problème, c'est que la politique nationale, comme tu le sais, elle est plutôt en train de glisser vers l'extrême droite et le racisme. Tu vois, on parle d'OQTF, on parle très mal de tous les gens qui ont une seule envie, c'est de devenir français. Donc moi, je trouve ça absolument hallucinant et dégueulasse. Et nous, on va, de toute façon, quand tu auras une mairie de gauche, et nous, à la France Insoumise, c'est ce qu'on fera, c'est qu'on va tout faire pour avoir plus de personnel, c'est-à-dire pour gérer les dossiers, et puis une politique volontariste de faire venir les gens et de les accepter en tant que Français, quoi, le plus vite possible, quoi. Voilà, c'est mieux. Je vais répondre, entre guillemets, au problème de la situation des personnes qui sont en situation régulière et aux personnes qui sont en situation régulière mais avec des retards de traitement de leur dossier. Je parle au nom de l'association auquel je fais partie et qui accueille des femmes migrantes et pour lequel on les accompagne dans leur démarche administrative et du coup je connais la grosse difficulté qui est nationale, qui est liée à une politique nationale d'abord. Puisque les dernières circulaires qui ont été envoyées aux préfectures demandaient une grande rigueur dans le traitement des dossiers. Qui dit rigueur dit longueur. Et rien n'est fait pour faciliter le traitement de ces dossiers. Le fait de rallonger les délais de traitement, d'obliger... des gens dans la salle connaissent la difficulté, mais d'avoir des rendez-vous qui sont donnés uniquement par Internet sur des personnes qui sont en grande précarité, qui les obligent à avoir un forfait téléphone avec Internet. Des choses qui vont dans l'absurdité, qui obligent... qui renforcent le sentiment... de désespoir de ces personnes et heureusement on a des associations militantes sur la ville du Havre qui les prennent en charge, qui les accompagnent et qui font un travail formidable. La municipalité, elle peut être un relais vis-à-vis des autorités et de la préfecture. Elle peut appuyer, elle peut être utile dans l'amélioration d'études au cas par cas et dans cette volonté d'améliorer les choses. Et puis sur l'aspect hébergement, bien sûr, pour pouvoir proposer des logements, entre guillemets, des locaux, de l'accueil, accueil d'urgence, accueil avec de l'accompagnement social, pour pouvoir faciliter l'intégration des personnes qui le nécessitent. Et après, la longueur de traitement des dossiers de renouvellement de situation, là, c'est inadmissible. C'est vraiment faire durer des temps pour augmenter la précarité de personnes qui sont déjà généralement dans des situations, pour beaucoup, dans des situations difficiles. Voilà. Alors, je vais juste du coup répondre sur la deuxième question, mais très rapidement sur la stratégie, puisque c'était à propos effectivement du fait de faire une liste à gauche. Le Front Populaire Havrais, je vais répondre de manière factuelle, vu qu'on n'a pas forcément préparé cette réponse. Donc, juste répondre de manière factuelle, le Front Populaire Havrais a sa part, en fait, de discussions qui se tiennent depuis, en vérité, 2022, de manière mensuelle ou quasiment mensuelle, sur un tour de table avec des formations politiques, y compris la France Insoumise. Et le forum qu'on a organisé ici le 22 février avec plus de 200 participants, à vrai dire, la France Insoumise était même censée participer. Et nous réitérons régulièrement nos invitations en tant que Front Populaire Havrais à la France Insoumise à participer aux réunions. Et ils ont même été invités à participer aux réunions de préparation des forums qui se tiendront
le 29 avril et le 17 juin. Donc je pense qu'il faut retourner la question sans vouloir polémiquer, mais vu qu'on me pose la question, je réponds. Je pense que c'est plutôt comme ça. Après, honnêtement, je pense que ce qui est vraiment important, c'est pas de parler entre nous à gauche, c'est d'aller parler aux Havraises et aux Havrais et d'essayer de les convaincre réellement. Je pense que ça, c'est vraiment la priorité absolue, c'est de sortir de la salle et puis de mener des actions sur le terrain et d'aller convaincre effectivement tout le monde. Juste anecdotique pour la préfecture qui est un service d'État, donc la commune ne peut pas faire grand-chose si ce n'est ce que a dit tout à l'heure la collègue. Donc 2 secondes, j'ai eu un souci de permis de conduire, je n'ai pas eu de rendez-vous. Donc c'est en fait, il n'y a plus de possibilité quasiment de rendez-vous à la préfecture. Il a fallu que je m'explique en 15 courriers à la préfecture. Voilà. On n'accède plus à la préfecture, c'est interdit d'accès. Service d'État qui est interdit d'accès au peuple. Alors après, moi, désolé, Jawad, je te laisse parler après. Moi, ce que dit le camarade, je suis plutôt d'accord avec lui. Et à un moment donné, il va falloir que les municipalités aussi, au vu des lois qui sont de plus en plus liberticides sur l'accès aux droits de base des personnes qui viennent de l'étranger, qui pour des raisons tout simplement de racisme ne peuvent pas avoir accès aux droits, ou qui sont déjà sur le territoire, qui se font enlever leurs droits. Il va falloir. Est-ce qu'il ne faut pas que les mairies qui se disent de gauche ou non aient pas un esprit confrontationnel aux sous-préfets? Parce que bon. On n'est plus sur... Ils vont peut-être passer des lois d'extrême droite. Là, ils les passent. Donc, à un moment donné, nous, on va avoir besoin, quand notre camp passe, d'avoir des garanties de faire bloc, parce que sinon, on se sent abandonné, quoi. Oui, c'est un rapport de force qu'il faut ramener et qu'on mènera autant qu'il le faut. Je réponds juste rapidement à ta question sur la stratégie et à Théo sur ça. Moi, personnellement, j'ai fait la campagne de Florence Martin-Péréon, qui est là, pour les législatives. J'ai participé, pareil, pour la campagne de Jean-Paul Lecoq. Donc, souvent, on est décrit comme des gens sectaires. Voilà. Non, je dis pas que tu as dit ça. Mais voilà, c'est dit assez régulièrement qu'on est quand même des gens sectaires. C'est pas le cas. On essaie aussi d'être cohérent parce que là, on nous demande certaines choses, mais on oublie que certaines politiques locales découlent des décisions nationales. Là, je vais aller directement sur la censure du gouvernement Bayrou. On ne peut pas dire qu'on fait une campagne 100% locale et qu'on ne s'intéresse pas au national si à côté, on dénonce pas ce qui a été fait au national par des partis au niveau national. Donc, nous, on veut être juste cohérents et respecter nos valeurs et nos promesses. Voilà. Moi, je voudrais intervenir à la fois sur le problème des personnes en situation irrégulière ou régulière, mais surtout, je voudrais dire aux 3 participants qu'il existe quelque chose en France qui s'appelle l'ANVITA, l'Association nationale des villes accueillantes. Donc, ils se sont déjà réfléchis et mis en place comment accueillir les personnes en difficulté, mais surtout les personnes étrangères, et qui mènent des actions, et il suffit d'aller sur leur site pour voir, etc. Donc je suis assez étonné que sur une ville comme Le Havre, on ne parle pas de l'ANVITA qui existe depuis des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant le problème actuel de la sous-préfecture, ce n'est pas qu'un problème de sous-préfecture, c'est un problème du ministère de l'Intérieur, donc de la politique d'immigration voulue par cet État. Je rejoins donc le fait qu'on ne peut pas séparer le local du national et que ce n'est pas simplement une question de on ne peut pas avoir de rendez-vous, etc. Ils ont mis en place un système qui s'appelle l'ANEF, un système des étrangers, donc où ils séparent les étrangers des autres, puisqu'ils n'ont pas les mêmes droits. Et ce système, qui est un système purement informatique, conduit à des catastrophes. Il ne fonctionne pas bien.
Donc déjà, c'est un premier point. Donc les personnes qui avant prenaient un rendez-vous, allaient déposer leur dossier, ressortaient caressés-pissés, restaient donc en situation régulière, ne restent plus du tout en situation régulière puisqu'elles n'arrivent pas, le système ADEF ne répond pas bien, elles n'arrivent pas, elles ont un document qui dit qu'elles ont bien fait la demande, mais ce n'est pas un document qui dit qu'elles sont en situation régulière. Enfin, il se passe des tas de choses comme ça, et ça ne se réglera pas simplement en agissant sur la sous-préfecture. Il faut le faire, nous on le fait. Enfin, moi je suis membre fondateur de la CETI qui existe depuis 20 ans. Ce genre de situation, on la connaît depuis très longtemps, elle est catastrophique en ce moment. Ce que peut faire par contre la sous-préfecture, c'est permettre à des associations comme la CETI et d'autres d'avoir plus de moyens, des locaux, comme on a dit, nous, il nous manque de la place pour accueillir tout le monde, on n'a que 3 bureaux, ça paraît déjà bien, on a un F5, mais c'est pas possible d'accueillir toutes les personnes qui ont envie de venir nous voir, qui ont des problèmes, on ne peut pas les accueillir simplement avec 3 bureaux, il en faudra au moins 4. Ça fait 5 ans qu'on pose la question à la municipalité, on n'a jamais obtenu un local plus grand. Voilà. Donc je crois que ce qui est important, c'est, certes, il y a des possibilités au niveau de la ville, donc par exemple de se mettre dans un réseau comme l'Envita, ou de créer son réseau, mais d'être à l'écoute aussi des populations existantes. Et il y a beaucoup de populations françaises issues de l'immigration, de populations qui sont immigrées au Havre, et il faut aussi en tenir compte. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas séparer l'action locale de l'action nationale. Ça, je suis tout à fait d'accord avec... Non, mais quand je disais ça, moi, tout à l'heure, je suis d'accord avec toi aussi, mais c'est que l'action nationale est tellement violente qu'il va falloir qu'à gauche, en termes de pouvoir, on a un peu de pouvoir, et même hors du pouvoir, c'est-à-dire les organisations de lutte et tout ça, il va falloir qu'à un moment donné, parce que si à un moment donné c'est le RN qui est au national, bon, ben, le compromis entre eux et nous, c'est eux qui sont gagnants, donc c'est à nous aussi, quand on gratte un peu, ben, de dire, voilà, nous on vous a gratté la main, ben, on prend tout le bras en fait. Et c'est pas possible. Moi, c'était juste dans cette idée-là, évidemment que c'est pas maintenant qu'on va... Mais la réponse de on va accompagner à la sous-préfet, etc. Quand on sait, moi, je connais des gens, ils font même pas la demande, pas parce qu'ils sont dans une situation irrégulière, urgente ou quoi, mais ça le devient, et parce que de toute façon, si tu fais la demande, on te fout en OQTF. C'est-à-dire, tu n'as rien fait, on te fout en illégalité. C'est vraiment, on est dans une démarche fasciste là-dedans. Il y a un jugement de culpabilité à l'étranger. Et donc moi, c'est plus ça que j'interroge. Mais évidemment, soutenez tous la CETI, évidemment. Mais voilà, désolé, c'est pas moi qui dois répondre aux questions. Vas-y, Baptiste, je t'en prie. Oui, sur ce que disait Francis, moi je partage, la mairie peut faire des choses pour l'accueil, et elle doit le faire de façon beaucoup plus forte, y compris avoir des services municipaux dans les quartiers qui permettent de faire l'accueil en lien avec les associations. Vous avez compris, hein, nous on place beaucoup d'espoir dans le travail avec les associations, et notamment il y a la CETI évidemment, mais c'est pas la seule, mais y compris les soutenir plus encore, enfin, non, pas plus encore, mais les aider à faire plus encore, pardon, parce qu'il n'y a aucun soutien aujourd'hui de la part de la mairie, mais les mettre en possibilité d'être dans les fabriques, de faire des permanences dans les fabriques, de pouvoir accueillir. C'est un élément crucial. En fait, il faut qu'on voit la ville d'une autre façon, en fait, où la municipalité se met au service des associations pour qu'elles puissent faire remplir leur rôle dans de bonnes conditions. Et évidemment, et ça je partage ce que disait Alex, évidemment qu'il faudra se mettre en confrontation avec l'État. Enfin, à un moment, c'est aussi toute l'histoire des politiques de gauche qui sont menées à tous les échelons de ce pays, c'est de se mettre en résistance par rapport aux politiques néfastes. Et on a souvent dit tous en commun, à gauche, qu'on voulait monter des boucliers sociaux face à la crise. Et la mairie, elle doit se comporter de la sorte. Ça doit être un bouclier pour protéger, prendre soin des habitantes et des habitants. Sur le débat précédent, je me permets d'intervenir parce que je trouve que... Moi, je pense qu'il faut sortir du débat de la censure, en fait. Donc moi, je suis issu d'une formation politique qui a voté toutes les censures successives. On n'en a pas manqué une, je crois. Enfin, il me semble pas. Par contre, on voit bien que la censure, ça règle pas tout. On a censuré, comment il s'appelait, Barnier, pardon. On s'est retrouvé avec Bayrou. Je vois pas le changement, voire pire, ça s'aggrave encore plus maintenant avec les nouveaux plans d'austérité, etc. La question, c'est comment on construit une mobilisation populaire pour mettre en échec le gouvernement. Il n'y a que ça
qui doit nous interroger. Et si on s'enferme sur un débat qui a fait quoi, qui a voté qui a voté quoi, je pense qu'on se plante. La question clé, c'est la question de l'espoir. Comment on reconstruit de l'espoir ensemble et comment on donne jour à une alternative qui soit crédible, qui permette à toutes et tous de se retrouver. Et donc moi je pense qu'on peut, on peut travailler ensemble, on peut construire ensemble sur une alternative à la politique d'Édouard Philippe, et c'est aussi ça qui redonnera en tout cas des perspectives de bataille commune. Vraiment, je redis ce que dit Théo, mais je réitère l'invitation. On crée des moments de débat sur des sujets de fond. Toutes les formations politiques et citoyennes, puisqu'on a aussi invité Le Havre est à vous à la préparation de ces débats-là, venez discuter. En fait, ça engage à rien. C'est pas parce qu'on est ensemble, et on vous l'a dit au début, et on le redit là, et Théo l'a dit aussi, on n'est pas une liste, on est un groupement pour le moment, on est rassemblés, on essaie d'aborder des questions de fond. Venons débattre des questions de fond. Enfin, l'enseignement du débat qui vient d'avoir lieu, c'est qu'on n'a pas de désaccord programmatique. L'enseignement du débat qui vient d'avoir lieu, c'est qu'on est tous pour se battre contre les baisses de dotation de l'État aux collectivités territoriales qui empêchent de mener des politiques ambitieuses. Mais la question de comment on va battre le gouvernement sur ce sujet-là, la censure est un moyen, mais c'est surtout la mobilisation populaire, la mobilisation sociale qui permettra de faire reculer le gouvernement et qui permettra de construire une alternative dans cette ville et ce pays. Allez-y, monsieur. Merci. Bon, moi, je m'appelle Aboué Kodjobi. C'est déjà difficile pour prononcer mon nom. Et c'est ça la France, et c'est ça le Havre. J'ai du mal à parler en public, vous allez me tolérer. Actuellement, les disques là sont en train de rayer, c'est-à-dire que je ne suis pas contre les partis politiques, rien du tout, parce que moi je fais partie d'un groupe de partis politiques. Toujours nous sommes abandonnés, nous sommes oubliés dans les quartiers. On parle ici de la responsabilité communale. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'on ne nous écoute pas dans les quartiers. Les choses viennent du haut et tombent en même temps sur nous. On ne nous consulte pas, on ne nous dit rien, et c'est nous qui subissons. Il va falloir qu'on change cette méthode politique pour la localité. Parce que nous avons une maturité politique, une maturité de gérer une ville et ses habitants. Pourquoi passer à travers les habitants et faire tomber les choses verticalement? Non, actuellement, moi je pense que nous pouvons essayer de s'agglomérer et voir les choses horizontalement. Que chacun soit écouté, que chaque quartier soit écouté, que chaque communauté soit écoutée. C'est comme ça qu'Odjobi ne serait pas un jour être victime de la violence ou être traité de la discrimination. C'est comme ça aussi. On ne va pas casser l'œil aux gilets jaunes parce qu'on nous écoutera au plus près. Il faut que la mairie soit maintenant au plus près des habitants et non éloignée. Je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, je vous conseille et je souhaiterais que vous rejoigniez au Havre ceux qui ont l'idée d'une démocratie directe, une démocratie participative. Merci. Je ne sais pas qui veut répondre. Jawad, t'es chaud, vas-y. Alors, pour répondre à cette question, justement, c'est très intéressant. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Il y a une campagne nationale, je refais la pub, pour la 6e République. Il y a un site qui s'appelle Pour la 6e République, qui permet de
qui permet de signer une pétition à l'Assemblée nationale qui va permettre de mettre en discussion la 6e République, parce qu'on voit on arrive à terme de la 5e République, elle est à bout de souffle. Notre objectif aussi pour Le Havre et pour beaucoup de villes en France, c'est aussi d'installer plus que des consultations, c'est les citoyens eux-mêmes par quartier qui vont gérer les projets de leur quartier. Et même avoir un visuel direct sur les budgets qui sont alloués à ces projets-là. Donc, voilà. Donc, sur la démocratie participative et... J'ai un trou. Citoyenne directe et participative, merci. Il faut savoir que, évidemment, du coup, ça correspond tout à fait à pourquoi on s'est réunis sur Le Havre est à vous. En 2020, il y avait 500 villes qui avaient une liste citoyenne. Il y en a eu 66 d'élus. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, ce n'est pas des villes... mais il y a quand même eu sur Marseille, sur Toulouse, ils étaient pas loin de gagner, à quelques voix près. Poitiers est une ville quand même assez grande qui, même si elle a une mer un peu teintée verte, a fonctionné sur la démocratie participative. Donc voilà, vous pouvez aller voir les sites, le site de Poitiers par exemple. Il y a pas mal de sites de listes participatives qui fonctionnent aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis content de constater que c'est encore un point sur lequel on peut se retrouver. Donc concrètement, la démocratie participative, nous, on souhaite aussi qu'elle soit appliquée, qu'il y ait des budgets participatifs par quartier, qu'il y ait des choix sur lesquels les gens puissent être moteurs et avec même une capacité financière, des arbitrages qui puissent être faits au niveau des citoyens par quartier pour choisir des projets et les mettre en place. C'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on souhaite mettre en place. Donc là encore, on se retrouve et je pense que ce ne sera jamais un point d'achoppement là-dessus. Et quand on dit participatif, c'est aussi pour remettre dans le bain des gens qui se sentaient un peu éloignés de la politique et qui en fait revenir à la base que la politique, c'est la vie de la cité et que chacun dans son quartier peut y participer. Merci d'avoir soulevé le sujet. Il me semble que nous sommes ici pour débattre d'élections municipales. Or, on observe que très vite le débat dérape sur le national. Oublions un instant le national. Nous avons tous nos opinions. Elles se rejoignent souvent, mais le débat est national. Revenons ici pour observer que nous avons vraiment des points communs pour la municipalité. Appuyons-nous sur nos ambitions locales pour ensuite aller vers le national. Alors, juste, ouais, il va y avoir des questions. Juste, moi je rappelle, on a fait plus de 3 heures de local quand même. Et qu'après, on est tributaire du national. On est un pays, malheureusement. Donc voilà. Coridouane, tu voulais poser une question. Je voulais poser une question parce que c'est dans les discours anti-extrême droite, etc. Il n'y a qu'un groupe que j'ai entendu parler de ce sujet. Mais aujourd'hui, dans le monde, les minorités de genre, et plus particulièrement les personnes transgenres, sont grandement discriminées et grandement... Voilà, c'est un peu le vilain petit canard. Et moi, je voulais avoir vos positions par rapport à la transidentité, etc., des différents groupes, parce que je n'ai entendu que la France Insoumise en parler. Voilà, je voulais savoir si, dans le féminisme de Le Havre est à vous, les femmes trans en font partie aussi également. Enfin voilà, c'est avoir une position là-dessus. Je pense que Marie en avait parlé, mais bon. La ville refuge, c'est tout le monde. Hein. C'est pas, on va pas faire une ville refuge en triant les gens, c'est tout le monde.
Non, mais je pense que la question concerne aussi parce qu'il y a des différenciations entre les droits des femmes et les droits des femmes trans dans beaucoup de pays en ce moment, et c'est une idée qui vient aussi en France. Et je me trompe peut-être, Cory, mais c'est plus sur ça la question. La protection, voilà, s'il y a des discriminations. Non, je pense que globalement, c'est pas forcément un sujet qu'on a encore beaucoup accueilli, mais globalement, on est sur un féminisme intersectionnel et pas du tout comme ce qui vient d'être voté au Royaume-Uni. Là-dessus, nous serons très clairs. Ouais. Bonjour tout le monde. Je suis militant CGT et c'est de là que je vais un peu dérouler 2 angles de prise de parole. Je suis aussi membre du Parti communiste. Comme ça, je voulais revenir sur la question des régularisations des travailleurs d'origine étrangère. Et on fait face vraiment à une vraie politique depuis l'arrivée de Retailleau au gouvernement qui a changé énormément les choses. Je ne dis pas que c'était le paradis sous Darmanin et sous tous les autres, mais on avait des marges de manœuvre, notamment à nous, la CGT, pour aller faire régulariser des gens. Et depuis 3-4 mois, c'est un désastre partout en France. Il y a une vraie volonté politique de faire durer. Et à la fin, comme tu disais, ça finit par une OQTF. Et ça devient très compliqué de soutenir ces gens-là par les outils qu'on utilisait avant. Il y a toutes de nouvelles méthodes de lutte qui vont être à chercher. Et je pense que la municipalité a toute sa place. Parce que ce qu'on constate, nous, à la CGT, c'est que dans les départements, les municipalités où on a des camarades, que ce soit au Parti communiste, ou du PS, ou des Verts, c'est 100 000 fois plus facile, parce qu'on peut aller faire la pression par le terrain, par la lutte, et à côté par la municipalité qui peut passer par les institutions, entre guillemets, pour avancer, mais il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui, et nous on est convaincus que ça va repasser par la lutte collective et probablement des grandes grèves. Donc c'est sûrement le chemin qu'on va essayer de prendre, mais ça va être compliqué, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est que, pour revenir sur les questions municipales, pour moi la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va arriver à battre Édouard Philippe? Et surtout aussi, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que demain, au Havre, il n'y a pas un ancrage du RN qui arrive à la municipalité, qui arrive au conseil municipal, parce que ce débat, il doit aussi nous occuper. Quand on regarde le nombre de voix absolues que fait le RN sur la ville, ça augmente de plus en plus. Donc ça peut être un vrai problème, et je serais fort malheureux qu'on se retrouve avec un RN qui arrive au conseil municipal, probablement pas à la mairie la prochaine fois, mais qui arrive au conseil municipal, parce qu'on n'a pas été capable de porter quelque chose qui est un espoir. Parce que effectivement, je ne dis pas que c'est toujours la recette qui marche, mais qu'est-ce qui a empêché hier le RN d'arriver au pouvoir, au gouvernement? Ça a été ce nouveau Front populaire. C'est une recette qui a emmené des millions de gens au vote, qui a aussi peut-être emmené des millions de gens RN à voter, mais ça nous a permis de renverser totalement la tendance. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que nous, on arrive à incarner un espoir, et je pense que c'est uni. Je partage tout ce qui a été dit sur le fait que finalement, on n'a quasiment que des choses en commun sur la politique municipale. Je sais qu'il y a des enjeux nationaux qui, des fois, nous occupent et nous obsèdent, mais on doit pouvoir se mettre d'accord ici pour être unis ensemble et aller battre Édouard Philippe, aller faire disparaître le vote RN dans notre ville parce qu'il n'a pas sa place. Et je suis convaincu d'une chose, si demain, on part avec 2 ou 3 listes à gauche, ça va arriver, on ne va pas réussir à gagner parce que moi, sur le terrain, militant syndical ou militant politique, le truc qui revient en permanence, pourquoi vous n'êtes pas ensemble? On s'est pris ça tout le temps. À l'époque où j'ai pu faire la campagne de Mélenchon, on se le prend dans la gueule. À l'époque où on a fait la campagne de Jean-Paul Lecoq pour les municipales, on s'est pris dans la tronche. Les gens, ils veulent de l'unité, c'est un truc qui revient beaucoup à gauche. On en a besoin, on peut se mettre d'accord sur des choses de rupture, parce que je pense qu'il y a des choses fondamentales à faire au Havre, où tout le monde sera d'accord, du PS au Vert, au PCF et à la LFI. Et encore une fois, on n'est aussi pas les mêmes personnes au national qu'en local. On se connaît, on peut militer ensemble, mais souvent on milite ensemble, on est sur les mêmes luttes. J'ai vu beaucoup de gens de plein d'organisations, mercredi dernier, justement en soutien à une femme qui était sous une OQTF, il y avait tout le monde qui était là. Tout le monde qui était là. On peut le refaire pour les municipales et c'est la voie de la victoire. Madame. Oui, alors je voulais intervenir exactement dans le même sens parce qu'on a eu un catalogue d'idées qui me semblent bonnes, hein, sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, est-ce que ça
vous intéresse de discuter comme ça, dans la mesure où, de toute façon, pour vaincre Édouard Philippe et le Rassemblement national sur Le Havre, s'il y a 3 listes, c'est tout de suite raté, hein, on le sait. C'est vraiment la machine à perdre. Alors, si on ne veut pas la machine à perdre, eh bien, il faut faire une union. Maintenant, faire une union, c'est pas sur n'importe quoi. Les unions qui ont marché, c'est la NUPES, c'est, alors je parle au niveau national, c'est le NFP, etc. Ça a été sur un programme. Alors, pas le programme de toutes les organisations, de toutes les associations, de tous les gens qui pouvaient soutenir les différentes organisations, mais un programme avec des points très, 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 très précis. Bien. Alors ça, c'est le premier point. Donc, si on peut se mettre ensemble et faire un programme qui est un programme de rupture, effectivement, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Maintenant, comment envisager aussi, dans ces cas-là, je suis pleine d'espoir, qu'il puisse y avoir un contrôle ensuite sur les mandats qui ont été donnés. Parce que si j'avais été dans une... Moi, j'étais dans une circonscription au Havre, aux dernières élections législatives, où le candidat NFP était Jean-Paul Lecoq. J'ai voté Jean-Paul Lecoq. Je n'ai pas voté PC, j'ai voté Nouveau Front Populaire. D'accord? Jusqu'à présent, je n'ai rien à dire sur le comportement de Jean-Paul Lecoq au niveau du Parlement. Maintenant, si j'avais été dans une circonscription où l'élu était un ou une socialiste, je me dirais, j'ai été trahi. Donc, au niveau local, c'est pareil, on se met tous d'accord, etc. Mais si après, chacun en fait à sa tête et ne tient pas compte du mandat des électeurs, je suis désolée, mais c'est pas comme ça qu'on fera voter les gens. Donc, qu'est-ce que vous envisagez pour qu'il y ait un véritable contrôle des Havrais ensuite sur le mandat qui a été donné à leurs élus, de façon à ce qu'ils le respectent? Alors, nous, parce que vous me regardez moi, nous, on n'envisage rien. C'est pas notre rôle. Non, mais je tiens juste à le dire. Nous, on fait le débat, mais c'est pas notre rôle d'envisager. Je sais pas si... Parce que, bon, nous, je vous avoue, c'est pour ça aussi qu'on a cadré un petit moment de plein de questions hautes, parce qu'on voulait venir sur le fond pour pas faire 3 heures de ce débat-là, ce qui ne nous dérange pas en soi, mais pour montrer aussi quel est le fond à un moment donné. Parce que, petite anecdote qui va peut-être montrer un peu l'ambiance dans laquelle on est électoral. 3 dossiers de presse ont été faits annonçant l'événement à toute la presse locale. Personne n'en a parlé. La dernière fois que j'ai vu une double page de la gauche havraise, c'était pour dire à quel point elle était divisée. Quand on a fait hors union, pas union, je ne m'inscris pas là-dessus, enfin je veux dire, je ne me prononce pas là-dessus, c'est pas moi. Quand on fait un événement où tout le monde est d'accord au moins pour être assis autour de la table, nous n'avons pas eu un seul média pour juste dire, faire un petit encart régional, dire voilà, il y a ça ce dimanche. Donc, il y a la division, qu'elle soit pour partir ensemble ou non, et fortement nourri, en tout cas c'est mon point de vue, après 3 dossiers de presse avec littéralement 0 réponse et la garantie qu'ils ont bien reçu les mails. Est-ce que la FI ou d'autres organisations, vous voulez revenir sur ce point ? Je vais juste rajouter que je suis assez d'accord sur la question du mandat, c'est primordial, c'est que l'union c'est une chose, écrire un programme c'est une chose, mais il faut être sûr que les gens qui vont mettre ce programme en place, le mettre en place. On a pu le voir lors de la dernière réunion, le nouveau Front Populaire législative. Il y a eu dans les revendications principales du programme, une revendication majoritaire dans tout le pays qui est l'abrogation de la réforme des retraites. Personne s'est poussé et certains même composantes du NFP ont dit que c'était plus trop la question du moment, etc. Donc maintenant il y a la question de l'espoir, certes, mais il y a aussi la question de la confiance. C'est est-ce que les gens ont encore confiance ? Est-ce qu'il faut des garanties que si les gens se dépolitisent aussi, c'est du fait que oui, ils nous vendent ça, c'est bien gentil, mais ils le feront pas. Donc il y a le programme, ok, ça on peut le faire. On l'a pu voir, on est d'accord sur pas mal de points. On pourrait discuter pour affiner, ça c'est sûr, mais il faut la garantie que le mandat confié sera respecté. Et sans ça, pas d'union, elle n'a plus de sens l'union. Que c'est pour envoyer des gens manger les petits fours d'Édouard Philippe, moi je vois pas l'intérêt de s'unir ni même d'y aller. Il faut garantir que si on y va, c'est pour gagner et mettre en place ce qu'on a prévu. Et là-dessus, je pense qu'on peut pas, il n'y a pas de compromission à faire, c'est on dit ce qu'on fait et on le fait. C'est ce que j'avais ajouté là-dessus. Qui veut prendre la parole ? Ah, ben vas-y, vous, je t'en prie.
Bon, je pense que sur on promet, on fait, on est tous d'accord que c'est pas ce qui a été fait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. L'idée aussi des listes citoyennes, c'est de continuer la démocratie participative pendant tout le mandat. C'est pas juste on fait ça pour faire un programme, c'est toutes les décisions, une fois élues, sont prises, alors toutes, peut-être pas à 100%, parce qu'il faut peut-être pas exagérer, mais toutes les décisions très importantes sont prises dans la démocratie participative, quartier par quartier, pour la ville, etc. Donc ce système de contrôle, il est automatique par le fait que tout le mandat c'est exécuté pendant tout le mandat. Je vais finir. Oui, première chose, effectivement, je te rejoins complètement. Pour paragrapher un bon ami, sans union, rien de grand n'est possible. Ça, c'est une première chose. Après, le contrôle, ça fait partie du programme. C'est-à-dire que c'est bien gentil de monter un programme municipal en disant voilà, on propose ceci, on propose cela, on propose cela, on s'est mis tous ensemble, mais on s'est mis aussi ensemble d'accord sur les outils de contrôle, de quelle manière on doit rendre compte de nos mandats, de quelle manière aussi on a le droit d'être interpellé par nos concitoyens qui pourraient nous dire qu'est-ce que vous faites, hein, c'est pas ce qui était prévu. Et quelque part, il faut qu'on fasse au niveau municipal ce qu'on peut reprocher à nos grands chefs à plumes au niveau national lorsqu'ils distribuent du CICE aux entreprises. Ah bah oui, mais on vous donne de l'argent, mais en contrepartie, on ne vous demande pas de rendre des comptes ou de justifier de ces choses. Nous, c'est ça. C'est, on va pas dire qu'on propose un CICE, mais si vous nous donnez vos voix, on doit vous les rendre compte derrière. Écoute, il y avait normalement dans le programme autour de Jean-Paul Lecoq, un bilan de demi-mandat qui devait être présenté. Il n'a jamais été fait, ce truc-là. Jean-Paul, il a insisté à niveau personnel, Annie Chico a insisté à niveau personnel aussi, mais personne au niveau. Même. Oui. T'as vraiment insisté? Écoute, t'es assez bon au niveau de la pub pour le mettre en œuvre. Alors pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre, cette histoire-là? Alors, à l'époque, moi je pense qu'effectivement, la question, c'est très beau de parler comme ça, on va faire un programme et on va l'appliquer, mais au moins, rien que là-dessus, ça n'a pas été fait. Et ce programme, même si on était minoritaire, ça aurait dû être un programme au moins de lutte, un vrai programme de lutte. Hein. Moi je pense qu'il y a peut-être des choses qui auraient... C'est vrai que ça a été un exercice démocratique très bien avec une liste citoyenne, une liste des organisations politiques, et puis la liste, je dirais, technique de Jean-Paul Lecoq. Il y a eu des réunions de quartier, il y a eu des commissions, ça a été parfaitement réalisé. Le programme tel qu'il est, finalement on le retrouve ici. On voit qu'il y a une certaine convergence, mais après c'est la mise en pratique de ce truc-là comme un programme de lutte, pas un programme comme ça, une prière en l'air. Et le deuxième aspect, c'est que si on va simplement redire les mêmes choses que la dernière fois, en oubliant de parler politique, parce que Jean-Paul Lecoq, pas Jean-Paul Lecoq, je veux dire Édouard Philippe, c'est un type qui mène une carrière. C'est-à-dire, s'il gagne cette municipalité, c'est aussi la porte ouverte à sa présentation, les perspectives présidentielles, etc. Donc moi, j'ai pas envie de lui faire des cadeaux à Édouard Philippe et de ne pas parler politique dans cette campagne-là, comme on a l'air de vouloir l'entendre. Édouard Philippe, des casseroles, hein. Je sais pas, moi, personne n'a parlé de la position qu'il a prise pendant l'installation de l'usine à gaz là, au port, dans le port. Mais enfin, c'est pas de la politique, c'est la politique nationale et c'est la politique internationale, son histoire. Bon. Ouais, donc oui, je suis conseiller municipal, je suis à France Insoumise depuis 2020, conseiller municipal depuis 2020, France Insoumise avant. Globalement, cette question démocratique, la question démocratique, c'est une vraie casserole pour Édouard Philippe. La démocratie locale, il la refuse totalement.
même pour les moindres obligations de concertation dans des projets d'urbanisme, ils refusent qu'il y ait le moindre petit contrôle citoyen, même le temps, même pour choisir la couleur des portes. Enfin, à la rigueur, ça se limite à ça. Et les réunions publiques, les concertations se limitent à un passage de micro une fois, et c'est une concertation. La concertation est jouée à Applemont, à Coquery, etc. Il nous a dissimulé durant tout un mandat l'existence des missions d'information et d'évaluation qui sont l'équivalent des commissions d'enquête. C'est une obligation pour toutes les municipalités d'inscrire ça dans le règlement intérieur. On l'a découvert trop tard, à 1 an, ça nous est interdit désormais vu qu'on est à 1 an de l'échéance. Pour parler rapidement d'un Havre citoyen, oui, l'aventure a été belle, boiteuse, entre tout ce qui conditionne la vie, les institutions politiques, conditionnées par les échéances électorales, par le souci d'être élu ou d'être réélu, etc., qui biaise la finalité d'intérêt commun de la démocratie représentative, de la démocratie moderne telle qu'elle est. Donc du coup, il y avait la rencontre suite aux Gilets jaunes en 2018, avec un vrai élan spontané, profondément démocratique, qui visait la démocratie directe, la démocratie délibérative, avec l'échéance électorale des municipales en 2020. C'est le PC qui prend la main, avec Jean-Paul, qui propose une liste citoyenne. Il a fallu corriger en interne, travailler sur une charte. Mais le principe n'était pas mauvais. Bon, évidemment, il y avait des choses trappes, il y avait des surprises, des mauvaises surprises à la fin, un troisième tiers qui faisait entrer pas mal d'amis communistes supplémentaires, plus ou moins. Mais bon, bref, c'était une aventure intéressante. Ensuite, ça aboutit au fait que le groupe d'opposition, pour pas mal de raisons, il a été assez rapidement relativement dysfonctionnel, mais globalement on s'entend bien. Et le bilan, il n'est pas si mauvais que ça en fait, dans l'opposition, pour ce qui est de ce que tu peux faire quand tu es dans l'opposition. C'est-à-dire qu'on a fait bouger des lignes. Gaël est... Je suis là. T'es là. Je suis là et je ne dis rien. Oui, mais Gaël, la part, Gaël. C'est moi, j'ai des choses. Non, mais Gaël, j'écoute. Gaël, t'as fait bouger des choses, on a fait bouger certaines choses, mais le rôle dans l'opposition, c'est relativement ingrat, compliqué, et par contre, il serait intéressant d'utiliser, en effet, il n'est jamais trop tard pour bien faire un bilan, ne serait-ce que pour préparer les équipes à venir à des choses qu'on ne voit que quand on est élu, même d'opposition. Voilà. Alors. Après, sur les questions, moi, depuis tout à l'heure, je vous entends et on dirait que c'est un problème de démocratie participative et citoyenne. Nous, on ne fait pas partie des appareils partisans, on n'a pas ce fonctionnement-là, on n'a pas de dédain envers. Hein. Nous, on n'est pas ni contre ni pour les partis. Les partis, c'est des organisations citoyennes avec un but politique commun, donc c'est des listes citoyennes comme d'autres. Est-ce que ce débat-là, décaler ce débat sur les questions de démocratie citoyenne, est-ce que finalement, c'est pas se défaire de la pensée, est-ce que c'est pas se défaire des responsabilités de ce que la gauche n'arrive pas à faire tout le reste de l'année hors échéance municipale, c'est-à-dire réussir à parler aux gens et les convaincre? Je suis désolé pour les 70 familles et tous les militants qui bataillent, qui sont à la rue avec des gamins à la rue. Je pense pas qu'il faut une grande consultation pour qu'on soit tous d'accord pour dire on saisit des baraques et puis on les fout dedans, quoi. Je veux dire, je ne connais pas grand monde qui, en tout cas, pourrait voter pour la gauche, qui dirait on m'a pas consulté pour les loger, quoi. Et il y a plein de trucs, la cantine qui est ultra chère pour les familles précaires. Je ne connais pas de familles précaires qui vont dire t'imagines, ils ont baissé le prix. Ils m'ont pas demandé. Moi, des fois, à gauche, j'en arrive sur... On a des études scientifiques, on a des lieux où les citoyens s'expriment, on a des chercheurs qui travaillent dessus, on a des militants syndicalistes, on a des militants politiques, et on tourne autour du fait qu'on ne demande pas l'avis à tout le monde. Mais en fait, il y a 10 000 axes de recherche de l'avis des gens. La retraite à 60 ans, tout le monde est à peu près d'accord. Je ne pense pas qu'il faille faire une énième... Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas de débat avec celui-là? Et est-ce que c'est pas juste certains points... Moi, regarde, je pense à un truc tout con. Tout con. Regarde, je finis ça et après je te laisse répondre. Tout con. La marche des fiertés. Quand on a eu les fachos qui ont fait des collages, des menaces, et un mec qui s'est fait tabasser la gueule. On a prévenu tout le monde à gauche. On a eu 2 réponses. On a eu Gaël qui s'est empressé de venir donner main forte au service d'ordre. On a eu Médine qui nous a envoyé un mail de soutien. Et puis le reste de la gauche a fermé sa gueule, parce que c'était pas trop son souci.
les PD, les trans et les... Mais si, c'est une réalité. Mais c'est pas grave. Maintenant, il le prend un peu plus en compte et tant mieux. Mais nous, jusqu'à maintenant, allez dire, moi, allez voir mes camarades trans, lesbiennes et gays, allez leur dire, il va falloir qu'on s'allie avec les partis et les syndicats, et il va falloir qu'on s'implique dans la vie politique. Ils me regardent, ils me disent, mais attends, on les emmerde, toute l'année, ils nous chient à la gueule. Et je parle de ce genre-là, il y avait le monsieur tout à l'heure qui parlait des quartiers. Et sur les problématiques d'OQTF, moi, la CETI, combien de fois je les ai vus galérer avec des manifs à 60 personnes et pas tant de soutien que ça dès qu'il n'y a pas une échéance électorale. En ce moment, il y a un peu plus de soutien parce qu'il y a des échéances qui s'enchaînent. Donc, venir sur le débat de la forme, alors que le problème peut être de fond, et que quand le fond se consulte, on voit qu'il y a plutôt accord, hein, franchement, voilà. Je trouve que c'est décaler la question. Alors, je te réponds avec un autre exemple, c'est-à-dire que ce que j'entends pour la démocratie, c'est pas un accessoire, c'est simplement que la difficulté que tu as à faire valoir, au sein même des assemblées, la difficulté à faire valoir à des choses essentielles. Thierry, tout à l'heure, tu parlais de la submersion marine. Ça va toucher 70 000, 72 000 foyers dans les 10-15 prochaines années. C'est-à-dire que depuis que on a enfin accepté... Et tu n'as pas besoin de les consulter pour savoir s'ils veulent être submergés. Non, c'est pas ça. C'est que l'alerte se passe comment? Je suis élu. J'alerte depuis 2021 sur le problème, le décalage entre la planification de l'urbanisme sur la ville, les documents de référence de l'État, la sous-estimation radicale. J'informe avec mes moyens. Il y a certains articles dans Mediapart, dans le Poulpe, dans Le Monde, etc. sur ce sujet-là. Personne ne réagit. Ce que j'entends par démocratie délibérative, participative, directe, c'est simplement que l'implication, la culture d'implication, la culture démocratique diffuse et imprègne mieux la société pour que la vigilance par rapport aux réalités soit en éveil constamment. Et comme le monsieur le disait tout à l'heure, il y a monsieur qui est là et qui le disait tout à l'heure, c'est-à-dire si les gens, quand tu les impliqués, c'est juste qu'ils aient une voix pour toi et qu'ils te donnent raison et pas leur donner des responsabilités. Mais je ne revendique certainement pas la démocratie représentative. C'est justement parce que j'ai des gros doutes sur l'aspect contradictoire des deux termes démocratie et représentatif que je promeus une démocratie délibérative, une démocratie participative, comme la France Insoumise le fait d'ailleurs dans son volet urgence démocratique. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Il y avait au fond aussi. Ah ouais, monsieur Fond. Ouais, j'avais une question pour le Havre, le Front populaire du Havre, enfin, pour les différents partis dedans. Je vais rapprocher encore. Merci. Ouais, pour mixer un peu national et local, je voyais que le Parti Socialiste, au niveau local, ici, avait un secrétaire qui votait pour le texte d'orientation de Nicolas Meyers-Rossignol au prochain congrès du Parti Socialiste. Alors, en tout cas, il est dans les signataires de ce document, aux côtés de gens comme Anne Hidalgo et Carole Delga. Je voulais savoir, par exemple, comment les écolos se placent pour faire une union avec des gens qui sont pour la construction de la 69, par exemple. Enfin voilà, c'est au niveau de la question de l'union, en fait, je suis pour qu'on s'unisse, mais avec qui et comment, ça me paraît une question assez importante. Et j'aurais bien aimé avoir le point de vue à la fois du PC, dont je suis un ancien membre, même si c'est plus le cas aujourd'hui, et des écolos, en particulier sur la question de l'union avec ce parti, dont je le rappelle, sont issus énormément de ministres d'Emmanuel Macron, que ce soit Christophe Castaner, Elisabeth Borne, tout un tas de petits gens, comme ça, on va pas faire toute la liste, ça va être très long, mais voilà, on peut quand même commencer à avoir des gros doutes quant à l'orientation de gauche de ce parti politique, dont le dernier quinquennat a quand même été un fiasco absolu, qui nous a mené à une destruction du code du travail, pour rappel, et on parlait de répression policière, on a mangé bien comme il faut sous Hollande. Comme on est interpellé, voilà, bon, vous aurez bien compris que moi je ne suis pas membre du Parti Socialiste, donc je ne vais pas justifier leur politique. Par contre, ce que je peux dire sur comment on conçoit l'union, moi déjà d'une part, nous on conçoit l'union avec tout le monde, toutes les forces de gauche et écologistes de ce pays. Et ensuite, pour le construire et le plus solidement possible, ça passe par un programme et la construction d'un programme. Et c'est autour d'objectifs communs, autour de batailles communes, autour comment dire ça, de propositions concrètes pour améliorer les conditions de vie
de propositions qui permettent d'être en rupture avec la politique d'Édouard Philippe. C'est aussi comme ça, et si on se met d'accord sur ces propositions-là, sur les batailles à mener, sur comment on... oui, je comprends que tu ne sois pas d'accord, mais comment on va chercher l'argent qui aujourd'hui, que l'État accapare et met en difficulté les collectivités territoriales. En fait, si on se met d'accord sur un programme de rupture, un programme qui nous engage tous, un programme qui permet de répondre aux aspirations profondes des Havrais, si nous, la culture qu'on a, c'est d'être toujours en lien avec les populations, les Havraises et les Havrais, pour qu'ils soient au cœur des choix politiques et qu'ils soient acteurs des choix politiques qui seront faits. Et donc, la question de comment on peut se rassembler, il faut aussi que le mouvement populaire s'en empare. Et évidemment que s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de combativité, si les Havraises et les Havrais ils ne deviennent pas maîtres de leur destin en se mobilisant pour exiger que ces politiques se mettent en œuvre, évidemment on aura un problème. Mais on aura un problème à tous les échelons, parce qu'on peut avoir le meilleur programme qu'on veut. La France Insoumise peut avoir le meilleur programme qu'elle veut. Le Parti communiste tout seul peut avoir le meilleur programme qu'il veut. S'il n'y a pas de mobilisation populaire, on ne mettra pas en échec le gouvernement. Et une des priorités, c'est de les mettre en échec pour récupérer les moyens de faire de la politique, et la politique qu'on a envie de mettre en œuvre pour les Havraises et les Havrais. Donc oui, un programme, un rassemblement, et un programme qui soit profondément social, écologique et démocratique. Non, attends, excuse-moi. Sur les retraites, il y avait une très grande majorité au niveau national des Français qui étaient contre le passage à 64 ans. Il y avait la mobilisation populaire, elle était là. Il y avait des engagements programmatiques sur cette question de retraite. Le résultat, ça a été quoi? Il y a des gens qui n'ont pas tenu leur mandat sur cette question-là. Pourtant, il y a une mobilisation populaire. Donc, c'est pas suffisant, cette affaire-là. Je comprends que la mobilisation populaire n'est pas suffisante sur les retraites, parce qu'il y en a qui sont en train de trahir, vraiment, derrière le dos de la mobilisation populaire. Et ça, cette question-là, on ne peut pas l'ignorer. Moi, je suis pour l'unité. S'il n'y a pas l'unité, on ne gagnera pas, c'est évident. Mais cette question-là, on comprend que, ça, comment dire, ça nous prend au trip, quoi. Des gens qui se sont prononcés, qui ont été élus sur un programme et qui ne le tiennent pas. On ne peut pas l'éluder. Moi, je suis pour ceci, je suis pour cela. La mobilisation populaire, elle a eu lieu sur les retraites. Non, mais enfin, juste là-dessus, je vais être très court. Enfin, oui, évidemment que le nouveau Front populaire a le mandat d'abroger la réforme des retraites, mais il aura échappé à personne que par un déni de démocratie, Emmanuel Macron a refusé de nommer le nouveau Front populaire à Matignon. Et en fait, enfin, aujourd'hui, on n'est pas... Parce qu'on n'a pas de majorité, malheureusement, à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. Enfin, je ne sais plus combien de fois, je crois que c'est la France Insoumise qui l'a déposé dans sa niche parlementaire. Nous, on l'a fait aussi. Les socialistes ont fait leur niche parlementaire au Sénat. Vous l'avez fait aussi. Oui, bah, on le propose. Après, il y en a une majorité, malheureusement, que ce soit le RN et les macronistes et la droite, quoi, refusent de voter l'abrogation de la réforme des retraites. Enfin, moi, là-dessus, je suis désolé. Et pour le coup, après, il y a aujourd'hui des organisations syndicales qui ont fait le choix, et elles étaient très nombreuses au départ, et ça se réduit puisque Bayrou change les règles du jeu, ont fait le choix de rentrer dans de ce qu'ils appelaient le conclave, là, pour échanger, pour essayer de faire bouger les choses. Libre aux organisations syndicales de le faire, et c'est pas mettre un coup de couteau dans le dos à la mobilisation populaire, ils cherchent le moyen, et c'est difficile, hein, et c'est difficile pour tout le monde. Nous aussi, on peut pas leur donner des leçons. Ils cherchent le moyen de faire reculer le gouvernement. Après, chacun est libre de juger la méthode, mais moi j'ai une tendance de jamais juger les décisions des organisations syndicales. Si je peux intervenir juste un peu sur ça, il y avait aussi un moyen de donner le pouvoir au Front populaire, au nouveau Front populaire, c'était de voter la censure de Bayrou. On l'a fait pour Barnier, ok, très bien. Pourquoi on l'a refusé pour Bayrou? C'est le pire gouvernement, il proposait le pire budget et on l'a pas fait. Faut se poser la question. Il y a un moyen faut les pousser à bout. Tant qu'ils ne mettent pas en place un ministre issu du nouveau Front populaire, il n'y a pas de Premier ministre. Non, j'ai déjà répondu là-dessus, j'ai pas recommencé, ça, je vais le faire en deux. Ça va, je pisse quand même.
Ouais, vas-y, après je te laisse. Pour répondre à 2-3 questions vite fait, effectivement, la démocratie participative, enfin le nom qu'on lui met derrière, ça ne va pas pour tout. On est tous d'accord que les 70 gamins qui dorment dehors, on ne va pas faire une démocratie pour les loger, pour trouver des moyens. Je pense que là-dessus, on est d'accord qu'on ne peut pas tout mettre au vote. Sur l'union, je l'avais dit tout à l'heure, je pense qu'on est un peu tous conscients qu'à un moment donné, on ne peut pas faire 3 listes pour gagner, mais sur les programmes, on sait qu'on se retrouve. Donc, le problème, ça sera de communiquer correctement, et tu l'as dit tout à l'heure, les médias sont surtout pas avec nous, réussir à communiquer pour faire comprendre aux gens que, voilà, où est leur intérêt. Il y a l'œuvre des luttes, c'est un super médiateur. Je te laisse parce qu'ils doivent partir après ça te... Et du coup, j'avais un troisième truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Okay. Si ça revient, je te redonnerai la main, ça va être assez rapide. Moi, si je me suis engagé chez les écologistes, c'était d'abord pour intervenir au niveau local. Et franchement, je pense que l'union, et on est tous d'accord pour se le dire, c'est la façon dont on peut avoir une chance de l'emporter contre Édouard Philippe. Et à côté de ça, ça ne me pose pas de problème de me dire, si dans l'union, il y a des gens du PS, concrètement, dans ceux avec qui on va faire union, il n'y a pas Carole Delga qui a, elle, voté pour la 69. Dans ceux avec qui je suis aujourd'hui à bosser pour arriver à faire quelque chose pour les prochaines municipales. Donc en étant écolo et de bosser avec des gens des différentes parties de gauche, je pense que c'est tout à fait possible. Après, il faut savoir sur quoi on s'entend, sur quel est le programme et où est-ce qu'on va ensemble. Voilà. Après, pour s'y tenir, il y a quelque chose qui existe aussi, c'est l'évaluation des politiques publiques. C'est quelque chose que Édouard Philippe a toujours refusé de faire au niveau de la mairie au Havre, mais c'est quelque chose qui fait partie, je pense, dans les partis de gauche, intrinsèquement de leur façon de fonctionner. Et il y aura des choix, des politiques qui seront mis en place, et après, il faut les évaluer. Parce que c'est pas le tout de se dire, on a fait des choses, si on les a fait et qu'elles ont coûté 4 fois plus que ce qu'elles auraient dû, ou qu'au final, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était donnés, il faut les remettre en cause. Comme je disais, je suis militant syndical et on a été nombreux dans cette salle, je pense, à avoir enchaîné quelques mois de grève contre la réforme des retraites. Donc je pense qu'on s'est tous bagarrés, mais la vérité, c'est que le mouvement populaire social n'a pas réussi à gagner. On va se le dire, on n'a pas réussi à gagner, la grève n'a pas tenu, et comme disait le camarade Bozin, la CFT notamment a essayé de trouver d'autres solutions pour aller continuer la lutte alors que la grève n'était plus là, alors que les camarades n'étaient plus dans la rue, alors qu'on n'arrivait pas à mobiliser dans les entreprises. Donc ça, il faut être capable de se le dire. Et je pense qu'il faut se rappeler une chose, si le gouvernement Barnier est tombé, c'est parce que le RN a voté la motion de censure. Il faut quand même le dire au bout d'un moment. Aujourd'hui, le PS aurait voté la motion de censure, ce gouvernement Bayrou, il serait encore là. Il serait encore là. Alors moi, je suis convaincu qu'il fallait voter ces motions de censure, parce que ce qui nous prépare, c'est des politiques horribles. Mais là, c'est pas la faute au PS si le gouvernement n'est pas tombé. Il aura dit parole au moins. Alors, moi, je vais vous proposer que vous continuez après. En tout cas, merci à tout le monde d'être venu. Merci au public. Alors, je profite, comme vous êtes tous contents qu'on ait fait ça, pensez à donner du pognon en passant là-bas. Si vous pouvez lâcher un petit peu d'argent, nous, ça nous aide vraiment. À payer le loyer de la salle. Et voilà, n'hésitez pas à aider pour les chaises. Touchez pas du tout le matos audiovisuel, ça on s'en occupe. Et merci beaucoup.